Cédric Carrez, Bonjour Aurélien. directeur de course donc de ce Vendée Globe. Alors, je précise d'abord qu'on enregistre cette interview le mardi 2 mars. Il reste encore un concurrent en mer, le Finlandais Harry Ysela, qui pour l'instant est annoncé ce week-end, vendredi ou samedi. Mais j'ai envie de dire comment se porte le directeur de course environ 115 jours après le départ de ce Vendée Globe. Il se porte bien, et son équipe aussi, parce qu'un directeur de course c'est une équipe. Donc on est toujours sur place au Sable d'Olonne jusqu'au dernier, comme prévu. Donc il faut aussi porter beaucoup d'intérêt à la trajectoire du dernier. C'est souvent celui qui est le plus fatigué peut-être. Donc il faut rester là jusqu'au bout et on va tâcher de le réceptionner le mieux possible. Alors justement, on va revenir sur cette équipe de direction de course. Vous insistez sur le fait que c'est une équipe, bien sûr, vous n'êtes pas tout seul. Une équipe donc, qui tourne 24 heures sur 24 à surveiller ce qui se passe en mer. Tout à fait, c'est un devoir, c'est une nécessité de surveiller tous les concurrents 24 heures sur 24, leur trajectoire, leur vitesse, si elle tombe, si la trajectoire nous semble erronée par rapport à la météo. Donc comme ça nous permet d'être en alerte à ce moment-là et de prendre contact soit directement avec le coureur ou son team manager si on sent qu'il y a quelque chose de négatif. Là, on n'est plus qu'un bateau en mer, donc c'est relativement facile. Cela dit, c'est pas parce qu'il en reste qu'un qu'il ne faut pas le regarder. Donc, l'équipe est encore en place ici et on sera vendredi ou samedi aux aguets pour le réceptionner sur l'eau. Alors, même s'il en reste encore un en mer, on va quand même pouvoir dresser un bilan de cette 9e édition. Un bilan sportif tout d'abord. Quel bilan sportif vous pouvez tirer de ce 9e Vendée Globe ? Alors cette édition Vendée Globe, je pense que sportivement, elle est exceptionnelle. C'est vrai qu'on avait un plateau d'exception. On n'avait jamais eu autant de bateaux déjà pour le départ. On a eu très peu finalement d'abandon. On reste à 80% des bateaux qui rentrent au port des Sables d'Olonne. Ça c'est jamais vu. En général, on est 50% au mieux. Donc c'est un plus, ça veut dire que sportivement les bateaux sont de mieux en mieux préparés, même si on n'a pas eu la chance avec les conditions sanitaires de faire toutes les épreuves de préparation, mais on a pu quand même sauver une qui était très importante, c'était la Vendée Arctique. Elle nous a permis aussi d'ajuster les dernières mises en place de ces bateaux-là. Donc sportivement, c'est vrai que c'est un grand bonheur de voir que 80% de la flotte rentre au Sable d'Olonne et en plus avec très peu d'écart entre eux. On a vu cette arrivée très groupée, chose que d'habitude, elle est beaucoup plus espacée dans le temps. Donc ça prouve que s'il y a des arrivées groupées, c'est que le niveau sportif a bien augmenté. Alors avant le départ, on parlait beaucoup de ces nouveaux bateaux, les nouveaux foilers. Bien sûr, comme à chaque édition, il y a des nouvelles générations de bateaux qui arrivent et on attendait d'énormes écarts avec les bateaux d'ancienne génération à dérive droite. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a vraiment été l'une des surprises de ce Vendée Globe. Oui, c'est une surprise et en même temps, on était aussi dans l'interrogation de tout ça. C'est vrai que les bateaux à foile et aux dimensions de foile qu'ils avaient, dans certaines versions en tout cas, on ne savait même pas exactement comment ça allait se passer. C'est vrai que pour beaucoup de solitaires eux-mêmes, la vie à bord aussi longue sur 70-80 jours avec des bateaux aussi violents, c'était pas non plus gagné d'avance pour eux. Et en fait, finalement, c'est la nature qui décide. Les conditions n'ont pas été simples dès le début. Il y a eu des vents contraires avec des dépressions fortes, dont ce fameux cyclone de début dans l'hémisphère nord qui a aussi été relativement difficile à passer. Et puis l'entrée dans l'océan Indien et le Pacifique Sud a été aussi très tourmentée. On a eu des variations de vent, des mers relativement formées, avec des bascules importantes. Donc l'utilisation qu'on aurait pu imaginer sur le papier, en tout cas, n'a pas pu être faite tout à fait sur ces bateaux-là. Ce qui fait que finalement, les anciens bateaux de génération à dérive droite, mais qui sont des bateaux très aboutis, ont aussi tiré leur épingle du jeu. Et ça prouve que c'est quand même la nature qui décide. Sur cette édition, quelles ont été pour vous les très bonnes surprises, voire les révélations ? Il y a eu plein de bonnes surprises, plein de bonnes révélations, autant chez les jeunes concurrents que chez les anciens. Je soulignerai particulièrement peut-être Benjamin Dutreux, ici, qui est local, et qui nous a fait une très belle surprise. C'est un projet qui n'était pas simple à monter. Récupérer ce bateau qui était au Japon, qui n'avait pas de mât, qu'il fallait remettre un mât rapidement. Un entraînement qui n'était pas évident pour lui non plus, parce qu'il n'avait pas non plus gros budget pour faire des courses avant l'épreuve. Mais c'est une équipe très déterminée qui nous a beaucoup surpris et une justesse de stratégie de ce Benjamin qui ne m'a pas étonné, mais qui a été vraiment très révélateur de succès. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des
Déception? Peut-être des choses que vous attendiez mieux? Non, il n'y avait pas vraiment de déception. Il y a les déceptions, malheureusement, elles sont par la mécanique de de ce sport. Ma grosse déception, elle viendra certainement pour Jérémy Bayou et pour Hugo Boss aussi, parce que c'est vrai que ces deux bateaux-là étaient des bateaux très prometteurs avec des dossiers très compliqués, des dossiers qui sont dans beaucoup de travail, beaucoup de monde autour. Pour Jérémy qui a pu repartir, je trouve que c'est excellent. C'était pas évident pour lui de repartir. Pour Alex qui était déjà bien dans l'hémisphère sud, c'était impossible pour lui de continuer. Donc c'est forcément des déceptions, mais qui ne sont pas dues aux marins, qui sont dues à la mécanique de la course. Donc pour eux, je suis attristé certainement. Mais d'un autre côté, dans l'ensemble, on a de très belles révélations. On a Isabelle Josqueux, même si elle n'a pas terminé, Samantha Davis qui ont bouclé leur tour. Ça aussi, c'est des belles images, même si sportivement, ils ne sont pas classés. Ils sont allés au bout de leur projet. Je dirais aussi Pip Air, qui est un personnage qui nous a complètement étonnés par sa ténacité. Alexia Barrière, c'est exactement la même chose. Des femmes qu'on ne connaissait pas bien, qui se sont révélées au cours de la course, qui ont pris leur rythme et qui, même sur des bateaux qui étaient des bateaux anciens, des bateaux avec lesquels ils ont eu quelques soucis aussi mécaniques, techniques, mais à chaque fois beaucoup de ténacité pour finir. Et ça, c'est un bel exemple du Vendée Globe. C'est que déjà finir une course comme celle-là, c'est déjà un challenge incroyable. Alors, on en a parlé tout à l'heure, très peu d'abandon sur cette édition, 8 seulement sur les 33 au départ, ça fait moins de 25% d'abandon, alors qu'on était sur une moyenne de 47 depuis la création de la course. Mais il y a eu en plus, comme vous l'avez dit, ces bateaux qui ont abandonné, mais qui ont fini leur tour du monde. C'est le cas de Samantha Davis, Isabelle Joschke. Et là, ce qui est important de souligner, c'est que la direction de course reste au contact et à surveiller ces bateaux, même s'ils ne sont plus dans la course. Tout à fait. Pour nous, c'est important. C'est pas parce que quelqu'un abandonne, surtout s'il reste sur l'eau en abandon, qu'il ne faut pas le surveiller au niveau sécurité. Au contraire, on a le même dispositif en place. Qu'on le raille de la carte, ça serait vraiment dommage. Donc, on ne communique pas de la même façon parce qu'ils sont hors course. Donc, c'est vrai, en axe de communication, c'est plus compliqué, mais ils ont souvent leur propre site. Donc, les fans de ces bateaux-là peuvent aller sur ces sites-là. Mais par contre, au niveau sécurité maritime, on garde exactement la même prestance et le même œil sur ces bateaux-là. On peut même leur ajouter quelque chose de plus, parce que comme ils sont en abandon, ils ont droit à un routage, éventuellement de la direction de course et de sa cellule météo, si c'est nécessaire. Donc effectivement, ça nous permettait d'être un peu plus à l'aise avec eux parce qu'on pouvait de leur donner plus d'informations s'ils en avaient besoin. Ça a été le cas pour Isabelle Josqueux lorsqu'elle était en abandon avec une quille à bascule qui était complètement folle. On lui a aussi donné de l'information météo supplémentaire pour qu'elle puisse rallier le port de Bahia en toute sécurité. Alors, la direction de course est en communication régulière avec les skippers. Et alors, pour cette édition, les moyens techniques ont facilité cette communication. Oui, c'est vrai que c'est nouveau. Essentiellement, le WhatsApp, hein, c'est un moyen effectivement pour nous de sécurité parce qu'on a une réponse spontanée. Par exemple, lorsqu'un concurrent veut monter dans son mât, il nous prévient par WhatsApp. Lorsqu'il est redescendu, il nous prévient par WhatsApp. Dans certains cas, il pouvait même envoyer un message en haut du mât. Ce qui fait que c'est pas parce qu'on a le message qu'on pourrait venir les aider, mais en tout cas, on a la sécurité qui sont redescendus, que tout se passe bien. Et c'est vrai que ce phénomène de communication pour un rôle de sécurité est très important. Après, il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut que ça reste un outil de sécurité pour nous, mais pas un outil de communication ou un outil aussi de dérive pour le routage, par exemple. Donc, moi, je crois dans la bonne foi des coureurs. On a toujours signé cette charte entre nous de confiance. La charte, l'honneur, j'y crois, et je crois que les marins sont des gens d'honneur. Donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur les bateaux, même ce qui n'est pas annoncé publiquement? Avec mon équipe, on est au courant, peut-être pas de tout, mais certainement de beaucoup de choses. Ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est justement cette connivence entre les marins et nous, qu'on peut tout nous dire, que s'il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire, ça reste dans notre jargon à l'intérieur des filières, parce qu'ils ne veulent pas que ça puisse donner un avantage à leurs concurrents directs. Donc, on comprend, par exemple, on va parler d'une voile déchirée, d'une voile qui ne peut plus fonctionner. Donc, je vous le dis parce que pour vous, ça vous permet de bien connaître le fonctionnement de mon bateau et la baisse de performance dans certains cas. Mais par contre, ne le dites pas aux autres parce que ça va être un atout supplémentaire pour eux pour attaquer. Donc, ça reste à l'interne chez nous, ça ne bouge pas du bureau.
Autre exemple, l'avarie de Jean Le Cam avec sa coque délaminée après les Kerguelen, qu'il a découvert après avoir transféré Kevin Escoffier sur le Nivose. Ça, vous êtes au courant et même des démarches ont été assez loin pour préparer un éventuel gros problème. Oui, complètement. Avec Jean, d'abord, on se connaît depuis très longtemps. On est de la même génération, mais au-delà de ça, c'est vrai que Jean n'a pas voulu du tout communiquer sur son avarie après les Kerguelen, qui était une avarie de structure. Il a fallu qu'il se donne un mal de chien, mais comme c'est un très bon technicien, il a réussi à restructurer le varangage de ce côté de la coque tribord esquintée. Et par contre, il n'a pas voulu le communiquer, aussi pour garder ça en toute confidence à la direction de course uniquement, et son team manager qui est aussi sa femme. Donc c'était vraiment un milieu très restreint, et ça nous permettait aussi de suivre Jean avec un œil beaucoup plus précis dans certains cas de météo défavorable. On a même été jusqu'à une possibilité d'escale, si c'était nécessaire, après le Cap Horn à Puerto Williams au Chili. Finalement, on n'en a pas eu besoin, tant mieux. Les conditions météo et la réparation de Jean qui tenait a permis que Jean puisse continuer sa course. Et c'est ça qui fait aussi le côté un petit peu extraordinaire d'une direction de course et de ses concurrents. Le naufrage de Kevin Escoffier, forcément événement marquant de cette édition. Vous qui avez dirigé plusieurs courses, même plusieurs Vendée Globe, ça restera, ou c'est pour l'instant le fait le plus marquant en tant que direction de course pour vous? C'est certain que le naufrage du bateau PRB avec Kevin, ça reste un moment très marqué, très marquant pour des décennies, même dans l'histoire du Vendée Globe, parce que c'était tellement brutal qu'il n'y a pas eu de possibilité d'échange, en fait. Il a donné 3 phrases par WhatsApp, 3 petites lignes de rien du tout. Je coule, c'est pas une connerie. M'aider, venez me chercher, quoi. C'était le seul renseignement qu'on avait. Et après, c'était les balises qui commençaient à émettre. Donc, c'était tellement brusque que c'était assez compliqué à mettre en route. On avait très peu d'explications. On ne savait pas si le bateau était toujours sur l'eau, s'il a été coulé, s'il était dans un radeau, s'il était toujours sur son bateau. Donc, effectivement, ça va rester quelque chose de assez incroyable. Et puis cette mise en place de cette recherche, parce qu'on est dans un désert d'océan, un désert nautique, où il faut compter sur ses propres concurrents, donc les gens n'ont pas peur de laisser leur course sur le côté. Et c'est ça aussi les belles valeurs de ce milieu maritime, c'est de mettre la course sur le côté et d'aller sauver le concurrent en danger. Donc ça, c'était très important pour nous. Et que ça soit Jean qui a été dérouté le premier et les 3 autres après, lorsque la nuit est tombée, il n'y a jamais eu un manque de respect là-dessus. Tout de suite, ça a été bien sûr oui, comment, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et c'était à nous d'organiser ça avec eux. Et justement, le travail de la direction de course a été primordial sur ce sauvetage et les skippers, notamment ceux qui ont été déroutés, ont vraiment salué à de nombreuses reprises l'organisation, le quadrillage des recherches millimétré et ça a vraiment été une opération totale réussite. Oui, c'est une belle réussite puisque du coup, la réussite, c'est de récupérer Kevin le plus tôt possible. Mais c'est vrai, après, c'est un échange maritime. Il faut que la Terre en ait cet esprit maritime. Ça a été le cas avec notre cellule météo, avec Météo France qui nous a fait un calcul de dérive, cette triangulation qu'on a donnée à chacun pour se répartir et non pas chercher tous au même endroit. Donc le WhatsApp a aussi favorisé les échanges spontanés. Le mail nous a aussi donné une façon de quadriller, de donner ce fameux triangle avec la cellule de météo pour que ça soit efficace. Donc, effectivement, Kevin n'a passé finalement que 10-11 heures sur son radeau de survie, c'est tant mieux. Il ne pensait pas de récupérer la nuit. Et avec la ténacité de Jean et sa réactivité à aller sur les points qu'on lui donnait, ça a permis effectivement de dénouer cette histoire le plus rapidement possible et le plus positivement possible. Quelle leçon on peut tirer de cette 9e édition? Est-ce qu'il va y avoir des points à revoir, à rediscuter pour le 10e? Oh, il y a toujours une édition apporte toujours à la suivante et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut bien débriefer. Il faut débriefer avec les coureurs, il faut débriefer avec tous les prestataires de l'organisation. Pour nous, maritimement, on a les glaces, les services de CLS, entre autres, la fameuse zone de glace, de la façon dont on la modifie. Certaines fois, on a eu des icebergs qui sont revenus un petit peu par derrière. Donc, on a toujours fait des ice reports. Donc, tout ça, c'est intéressant à
remettre sur la table, à voir si c'est efficace. Est-ce qu'on prend suffisamment de marge, pas assez? Donc, au contraire, ces débriefings-là sont très importants. Sur la sécurité aussi, sur le matériel embarqué sur les bateaux, tel que dans les bibles de survie, le moyen de communiquer dans les bibles de survie qui sont peut-être insuffisants. Donc, ça permet aussi avec la classe IMOCA et l'organisateur, qui est le Vendée Globe, de réappuyer sur certains points très sensibles. Tout ça dans l'évolution et dans la positivité des futurs Vendée Globe. Sur la structure des bateaux avec les architectes aussi, c'est important de bien connaître pourquoi ce bateau-là a cassé, de peut-être de renforcer, en tout cas de se servir de ces exemples et de ce qui s'est mal passé pour au contraire rebondir pour que ça soit du positif et du gain en sécurité. Alors pour revenir sur cette zone des glaces, cette ZEA, cette zone d'exclusion antarctique, on a vu Jérémy Bayou notamment pendant la course pester un petit peu sur ce système. Est-ce que ça pourrait être éventuellement remis en cause pour les prochaines éditions ? Non, il ne sera pas remis en cause. En tout cas, tant que je serai directeur de course, je trouve que ce système, au contraire, parfois, effectivement, il peut vous bloquer un petit peu parce que les anticyclones sont un peu plus bas que prévu. Mais cela dit, une zone de glace, le jour où on tapera dans les glaces, on trouvera que c'était bien. Les portes, on s'est bien rendu compte que c'était aussi une évolution. On a fait des portes qu'on déplaçait souvent, entre les portes, ça descendait très sud et c'était pas non plus ce qu'on voulait. Après, c'est la stratégie. La stratégie, c'est aussi de ne pas se mettre dans une impasse. Donc, il y a une autre façon peut-être de voir la course. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a mis en place une ZEA, la première fois, c'était pour la Barcelona World Race et l'essai était plus concluant. La Volvo Ocean Race a repris ce contexte-là derrière nous. Ça avait été initié par Marcel Ventris, qui est un routeur de grande qualité et qui regarde aussi beaucoup les espaces de glace dans les courses océaniques, que ce soit les trophées Jules Verne ou autres. Non, je pense que la zone de glace a son intérêt. Après, qu'elle fasse l'unanimité, certes, c'est jamais l'unanimité, mais en tout cas, ce que je trouve, c'est qu'entre les portes et cette fameuse zone, on a gagné en qualité et il faut surtout mettre en priorité le paramètre sécurité. Il ne faut pas faire les jeux du cirque. On est là pour faire des belles courses et que tout le monde rentre à la maison. Autre particularité de ce Vendée Globe, c'était un Vendée Globe version Covid qui a pu avoir lieu, donc c'est déjà quelque chose de très bien que tous les skippers, évidemment le public a salué. Mais ça a été une charge supplémentaire, j'imagine, pour l'organisation, la direction de course, de faire ce Vendée Globe dans ce contexte-là. Certainement. Alors, je suis moins bien placé pour parler de tout ça parce que c'est vraiment l'organisation de la Vendée avec son département, avec Laura Le Goff, forcément, c'est un dossier très compliqué. Le soutien des élus du département sur ce sujet a été magnifique. On a bien fait de la faire partir. Cette course, c'est vrai qu'on a eu des points d'interrogation quelques mois avant. Je crois que ça a fait rêver énormément de gens, un large public qui va de l'enfant qui est à l'école en primaire jusqu'aux retraités qui ont suivi cette course-là. Donc ça prouve que ça touche tout le monde. Ça touche les passionnés de la voile, mais ça touche aussi les terriens qui ne connaissent pas notre sport. Et cet événement-là a été très marqué justement dans cette période difficile. On avait peut-être aussi besoin d'aller voir un peu au-delà, un peu mettre son esprit au large avec ces marins qui sont quand même des sacrés pionniers de l'aventure, que ce soit des sportifs de haut niveau ou on va dire des aventuriers purs qui veulent surtout boucler leur course. Ils nous ont fait des échanges merveilleux grâce à la technologie aussi audio et visuelle, qu'ils ont pu nous donner des bons rapports, des bonnes interviews, des belles images que vous avez bien exploitées. Et je crois qu'au contraire, ce Vendée Globe, cette édition a gagné sur beaucoup de points et nous a fait partager un large public. Pour terminer, Jacques Carès, quelle est la suite pour vous ? D'autres courses, un autre Vendée Globe pour vous dans 3 ans et demi ? Moi, je suis marin à terre un peu plus. Et là, aujourd'hui, je vais renaviguer. Je vais remonter un bateau qui a été racheté par un Français, qui est un grand voilier classique qui s'appelle Mariquita, qui était aux mains des Anglais il y a quelques années et qui va reprendre du service. Donc, rapidement cet été, je vais m'attacher à ce projet-là, refaire naviguer ce beau bateau et en espérant le faire venir au Sable d'Olonne, peut-être cet été ou en fin de l'été en tout cas, parce que c'est fait partie de ces fleurons des bateaux en bois qui sont merveilleux, qui sont aussi l'inspiration des bateaux modernes. Il y a beaucoup de choses à prendre chez les anciens. Donc voilà, je vais renaviguer quelques temps et puis la direction de course, je vais prendre un petit peu de recul et puis on verra. C'est encore loin, c'est dans 4 ans, donc on prend chaque fois 4 ans de plus.
Merci beaucoup, Jacques Carès. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.